Merci vraiment, Ella, pour la présentation. Merci d'avoir corrigé la petite coquille qui s'était glissée dans le titre. Juste un petit peu avant de commencer, quelques précisions. Ben, la présentation que je voulais vous donner, je l'ai à l'aune de toutes les conversations qu'on a eues hier, qui étaient fantastiques. J'ai essayé d'incorporer des propos, puis ça a vraiment fait évoluer aussi certaines réflexions. Je suis également consciente que c'est très partiel. Il y a encore beaucoup de choses à placer dans ce genre de présentation-là. Donc, profitez-en. Puis, en fin de compte, ce que je veux vraiment aussi en appeler, c'est que je suis également consciente qu'on est 2 heures et quart de l'après-midi, vendredi, et que c'est bientôt la fin. Et donc, je suis vraiment honorée que vous me donniez cet espace-là. Je veux vraiment remercier le comité organisateur et là, je veux remercier Selma et Mirella et tous ceux et celles qui ont assisté. Je veux remercier Amé aussi qui est présent et fait en sorte que je, je vous parle adéquatement aujourd'hui aussi. Alors, sans plus tarder, je vais partager l'écran sur les diapositives. Alors, ce que vous allez voir pour l'instant, c'est ça ici, mais on va juste changer l'écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui, Ah, OK. Donc, il faut juste repartir dès le début. Ah, voilà. OK. Juste une autre chose, c'est que je suis en train d'essayer quelque chose de nouveau avec les diapos. Donc, c'est pas. Il y avait des choses que je pensais qui étaient vraiment évidentes qui ne le sont pas. Alors, c'est assez particulier. Voilà. Bon. Donc, là-dessus. Je vais vous inviter d'abord à fermer les yeux si vous le souhaitez pour visualiser une situation hypothétique qui se passe dans le futur. Et l'objectif, ça va être d'indiquer ou de suggérer dans combien de temps est-ce qu'on pourrait euh, s'attendre à ce que toutes ces situations-là que je vais vous présenter, elles s'accomplissent, elles soient d'actualité. Donc, imaginez un monde pas si distant où des enfants au primaire suivront leurs leçons avec des casques qui veillent, enregistrent et transmettent leur niveau et mode d'attention à un serveur en continu pour être traité, bien sûr, par de l'IA analytique. Un monde dans lequel certaines personnes ont des relations très profondes et ancrées avec leurs intelligences artificielles génératives, un monde où les gens parlent à leurs êtres aimés défunts sous forme d'IA générative, de chatbots. Un monde où les chatbots de thérapie, les thérapeutiques, se trouvent sur des réseaux sociaux et sont tellement convaincus d'être des humains qu'ils vous donneront de faux numéros de permis. Ils vont inventer leur formation, si bien qu'il va être impossible de dire quel thérapeute est humain et quel thérapeute est un chatbot. Un monde où la grande majorité des agents qui circulent sur Internet sont des robots, si bien qu'à un moment, pour nommer le tout, on a cette notion-là de la théorie de l'Internet mort, le Dead Internet Theory. Et finalement, un monde où un étudiant suspendu d'une université d'élite états-unienne accumule un financement de 5,3 millions de dollars en monnaie des États-Unis pour un service d'IA générative vous permettant de tricher sur n'importe quoi. Et la publicité pour le service en question, je vous invite à l'imaginer, montre ce jeune fondateur portant des lunettes dans des lunettes de réalité augmentée dans lesquelles l'application lui affiche en temps réel des astuces et phrases pour séduire une femme plus âgée que lui dans un restaurant. Alors, je pourrais continuer là-dessus, mais je suis également consciente du temps. Et ma question pour vous, ça va être justement dans combien de temps pensez-vous que ça nous prendra pour y être? Et je vais brièvement arrêter le partage juste pour revoir un petit peu les gens de l'horizon. je t'ai dit maintenant. Qui dit maintenant? Tout le monde dit maintenant. Il y en a plusieurs, hein, même ici en salle, qui disent maintenant. Oui, oui. Ben, c'est très spécifique. Je pense que les numéros, tout ça le trahit déjà, mais effectivement,
on dirait des scénarios, il y a juste 2, 3 ans, des scénarios très, très futuristes, alors que il y a ça et pire encore, c'est la pointe de l'iceberg. On n'oublie pas que la personne qui est en charge de l'économie la plus puissante au monde se met allègrement dans des hyper-trucages où elle s'imagine comme pape et comme un héros, en fait un vilain de série de science-fiction. Et ça, c'est très, très particulier. Donc, euh, vous l'aurez deviné, on est vraiment là maintenant et je vais repartager. Voilà, là-dessus. OK. OK. Hop. Voilà. Donc, effectivement, plusieurs items qui font que ces technologies, elles avancent très, 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 très vite. Euh, Visa qui annonçait il y a vraiment pas longtemps que votre agent, votre chatbot d'IA allait bientôt pouvoir avoir son propre compte de carte de crédit et faire des achats en votre nom. Ici, on a un The use of montage artificial intelligence is que becoming je more vais prevalent for Americans. juste mettre en sourdine d'un avatar généré par vidéo et audio entièrement en IA qui fait sensation dans des cours américaines apparemment. Et ça, c'est donc l'image générée de That ce- featured an AI-generated avatar to deliver. Donc, face à ça, on va remonter vraiment très très loin dans le temps pour se demander, pour aller voir, à force de tellement de nouvelles chocs, de tellement de changements, de ruptures aussi qu'on nous annonce sur le plan des innovations. Qu'est-ce qu'on a comme référence et comment est-ce qu'on peut commencer à faire sens un petit peu de ça? Une chose qui revient en tête, c'est justement la tour de Babel dans la Bible que j'ai traduit ici, mais justement pour faire référence à Babylone qui est traitée de différentes manières, donc tout au long de la Bible hébraïque. Mais ça introduit un besoin vraiment universel de rédemption à travers le récit de la tour de Babel, donc associant Babylone à la volonté de devenir divine. Et si vous vous rappelez bien, mais l'histoire de la tour de Babel consiste à la punition de Dieu qui remarque que les humains sont en train de bâtir une tour qui comment dire, le réduit dans sa magnificence et les condamne à ne plus parler une seule langue, mais à différentes langues. Donc, c'est juste après le grand, voyons, le grand, j'ai perdu le terme en français, pardon. Mais donc, cette idée que les grands géants de la technologie sont toujours en train de nous faire miroiter cette promesse d'être entièrement connectés, d'être en communication absolument fluide, d'avoir des pouvoirs qui sont autrement divins aussi, sous plusieurs angles. Euh, donc, ça nous fait miroiter vraiment ce rêve-là à travers les grands modèles de langage, d'un espèce de langage vraiment universel qui est vendu hein, comme promesse de ces grands géants de la technologie. Mais aussi, on peut avoir quelque chose comme l'oubli des langues. Puis ça fait partie du titre que je mobilise. C'est inspiré d'un essai sur l'oubli des langues qui s'appelle Écolalie de Daniel Heller Rosen, qui est à Princeton, si je ne me trompe pas, professeur de littérature comparée, et essentiellement qui essaie de retracer comment est-ce que les langues sont toujours l'écho d'autres langues. Et il les retrace jusqu'au babillage enfantin, jusqu'à la non-langue. Euh, et là-dessus, ça m'amène vraiment à prendre ce genre de cadre-là pour poser la question, qu'est-ce que ça pourrait impliquer de l'oubli des langues que Heller Rosen il nous propose de considérer. Donc, une langue est toujours l'écho d'autres langues qui a une ancestralité, des traces de langue dans nos langues. À l'ère contemporaine des cultures numériques, ça veut dire quoi? Et je remercie Ella aussi pour avoir partagé
ces références-là qui sont vraiment importantes quand on mentionne les cultures numériques. Donc, notre époque numérique, qu'est-ce que ça peut représenter aujourd'hui? Et l'hypothèse que je vous propose d'explorer un petit peu, c'est que l'oubli, mais ça se conçoit aujourd'hui comme une invisibilité, non seulement en termes de langue, mais aussi de code, de protocole, d'écriture et même de la faculté du langage. Donc ça, c'est assez ambitieux comme programme. Euh, pour rendre ça un petit peu plus concret, je vous propose de parler un petit peu de méthodologie sur ce plan-là. De mon côté, de la veille informationnelle qui est faite à tous les jours, de l'auto-ethnographie aussi, beaucoup de réflexion, beaucoup d'écriture, beaucoup de juste de traçage, de pensée, d'observation, de réflexion, mais vraiment sur le vif, parce qu'il y a tellement de choses à faire que ça fait un journal qui est très morcelé, qui est très fragmentaire, mais qui est plein de ces petits morceaux de pensée que j'essaie de faire connecter ensemble. Donc, de traces qui impliquent donc un repérage des signatures. Et cette notion-là de la signature, je la prends de plusieurs endroits, mais ici, je la fais faire référence aux aspects musicaux. Donc, on parle d'invisibilité, mais on parle aussi de l'aspect sonore, d'un aspect qui rejoint les sens. On a parlé beaucoup de ça dans les 2 derniers jours. Les sens, la corporalité, l'incorporation, donc, aux aspects musicaux qui portent des traces audibles des technologies numériques comme des signatures numériques, c'est-à-dire donc des caractères qui sont assez distinctifs de la médiation numérique. Il y a une toute petite chose. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, c'est justement de reconfigurer à travers les pratiques, de voir comment est-ce qu'on peut rendre visible toutes ces chaînes, toutes ces composantes qui sont très, très, très complexes de ce qu'on appelle des grands modèles de langage, de ce qu'on appelle ChatGPT, de ce qu'on appelle les algorithmes, de réalité, de niveau de réalité aussi qu'on veut désigner, qu'on veut essayer de saisir, mais qui sont tellement, tellement énormes et qui se font compétition, qui souvent s'excluent les uns les autres, sont contradictoires. Donc, comment commencer à rendre tout ça? Euh, et c'est des méthodes qui sont évolutives. Ici, je vous parle de quelque chose que j'ai fait très, très récemment. Je vais pouvoir donner le lien vers les présentations plus tard, donc vous allez pouvoir également cliquer sur ça ici. C'est un exercice que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Alors, vous allez voir que ça va vous emmener à donc un, un, une discussion que j'ai eue avec GPT 4o. Et donc, ça part d'une invite qui est très, très simple. Elle génère une image intitulée Il ne faut pas se prendre la tête. Et donc, ça, c'est l'image qui a été créée à partir de 4 je lui demande de m'expliquer un petit peu pourquoi est-ce il a fait ça, euh, pourquoi est-ce elle a fait ça. Et par la suite, je lui demande autre chose. Donc, ce que je lui demande, c'est donc si tu étais étiqueteur ou étiqueteuse au Kenya ou à Madagascar, chargé de justement de taguer ou d'étiqueter l'image en vue de l'inclure dans une base de données, dans une base d'images immense, hein, telle que Lion, c'est une des principales, elle est absolument énorme. Cette base d'images-là sur lesquelles sont entraînés des générateurs d'images tels que ceux de Midjourney ou de DALL-E ou de GPT 4o. Donc, je me demande comment est-ce que tu ferais? Donne-moi un exemple concret, génère une image si nécessaire. Et là, c'est assez intéressant parce que il me donne du contexte. Il y a tout un fil aussi. Par exemple, il me montre du code. Ici, c'est du code JSON. C'est une forme de notation en code euh, qui est sous langage JavaScript. Donc, c'est une notation d'objets qui montre comment est-ce que ces éléments-là, ils sont annotés. Donc, l'image que vous avez vue, qu'est-ce qui rentre dans des grands modèles de langage pour les entraîner, les réentraîner, on fait du fine-tuning aussi, comme on dit en anglais. Donc, il y a vraiment une possibilité là
non de recouvrir une réalité pleine ou de recouvrir vraiment la totalité de la chose, parce que ça, c'est absolument impossible, mais quand même de commencer à mettre des choses ensemble. Et ça, il faut le faire. Ça, c'est ce que j'argumente, c'est ce que je vous invite à faire à partir de ce que nous disent, par exemple, des chefs de file de grandes compagnies telles que Anthropic, qui a créé Even here that AI is allez, like a entrer black. voilà. Sarah, juste, je voulais te dire 3 minutes. 3 minutes, ça fait Oui. 15 minutes 35. OK, Ouais. je vais faire plus vite. On va y aller. Donc, Ouais. je vous invite à faire ça parce que les chefs de file se demandent eux-mêmes quel genre de langage est-ce que les grands modèles de langage parlent. Donc ça, But c'est assez even opening the spécial black box isn't very helpful. comme admission. Donc, vraiment pour résumer, en gros, si on oublie des langues, des LLM, si on les prend telles quelles pour les gros ensembles qui nous sont promis, on s'oublie, nous aussi. Donc, et ça, il y a vraiment beaucoup de chercheurs qui font du travail vraiment extraordinaire pour révéler ces choses-là. Une petite note pour dire, c'est pas nouveau. Ici, je vous montre un tout petit extrait d'un livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, d'un philosophe qui était l'ancien mari de Hannah Arendt, Gunther Anders, et donc qui nous parle de asynchronicité, voilà, chaque jour croissante entre l'homme et le monde qu'il a produit. Et c'est un écart qu'il désigne comme le décalage prométhéen. Donc, l'écart entre l'humain et ce qu'il produit. Ça, dès la Deuxième Guerre mondiale, Gunther Anders nous dit on a perdu complètement la chose là-dessus. Qu'est-ce que Gunther Anders dirait aujourd'hui? Ça serait vraiment donc assez spécial. Donc ici, je vous raconte juste un petit peu où est-ce que ma réflexion théorique, méthodologique s'en va vers ça. Donc cette idée-là des écologies médiatiques. Et je vous montre un petit peu aussi qu'est-ce que ça donne aussi en cours. Donc ça, par exemple, c'est un jeu en 3D que j'ai co-créé avec Claude Sonnet. Ça, c'était dans le cadre d'une activité pédagogique dans un cours de première année. Donc ça, c'était très intéressant. L'idée de repeupler aussi, donc les acteurs, de resituer ça, de reconnaître différentes formes de travail et de labeur, de repenser aussi les technologies comme des médias, donc des oikos, c'est-à-dire des mondes qui sont interreliés, qui ont beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, essentiellement, je veux vous dire, c'est oui, programmer, c'est absolument fantastique. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire en termes de juste non seulement garder un fil sur ce qui se passe, mais développer ce qu'on appelle le fameux esprit critique. Ça ne se développe pas à distance, ça se développe vraiment en s'engageant aussi avec ces technologies-là, en les testant, en essayant de voir comment est-ce qu'elles fonctionnent, dysfonctionnent, où est-ce que ça casse. Donc, c'est vraiment tout le projet qui est derrière ces méthodologies-là dont je m'inspire. Et j'ai vraiment la chance de pouvoir le faire en étude des cultures numériques, qui est vraiment l'environnement et le milieu parfait. Pour ça, je veux vraiment remercier encore une fois Ella de justement avoir amené ce programme, d'avoir amené ce pôle et d'être en mesure de faire ce genre de recherche-là avec Mirella aussi, qui est également parmi nous. Merci, merci également, Mirella.